Yeah. So it seems that, yeah, so we are live now, so we can start. So welcome, Paul, and welcome, Gail. It's an honor to be with you. Bienvenue, Paul, et bienvenue à Gail Dennison. Je vais traduire simultanément, donc on va alterner les questions envers eux et puis moi. I'm going to translate, so we'll do like we usually do when we translate to class. We'll alternate between my question and me and Paul and Gail, so everyone can follow the discussion. I know there is international speakers with us who speaks English. Il y a des gens du monde entier qui sont présents et qui parlent anglais et d'autres qui attendent la traduction. Donc, on va alterner. So, I invited you, Paul and Gail, because of that. Because, of course, we know each other for 31 years. And you introduced me to the work of Katy Bowman, and you even wrote a little something in it. So I am so happy that you accept my invitation. Merci Paul et Gail d'avoir accepté cette invitation. On est là pour fêter la sortie du livre Grandir Sauvage de Katy Bowman. Et c'est Paul et Gail Dennison qui m'ont fait connaître Katy Bowman. Donc je suis très très content. So how are you? We are well, Paul. Thank you so much. Yes, we're doing great. Life is good. Life is really good. And how are you? How are you? Yeah, I'm fine. I'm so excited, to be able to not only live brain gym on my everyday life, but to publish books that can touch many, many people. So I'm so happy and yes, ils vont bien. Paul et Gail Dennison, ils sont contents d'être parmi nous et ils me demandent comment je vais. Et moi, je dis que je suis non seulement heureux de pratiquer le brain gym depuis plus de 30 ans, mais en même temps de pouvoir publier des livres pour faire connaître à la fois leur travail et l'importance du mouvement. So, do you want me to ask some question or have you prepared something that you would like to share right away, or how do you want to proceed? We'd love to just go with your questions. Great. And Paul, I mean, we've known you for 31 years. Yeah. And, it's been an extraordinary journey together, and we're so excited to be here today. Indeed. Ça fait 31 ans qu'on se connaît, alors c'est un peu difficile de faire comme si, voilà, ceci ou cela, mais on est content. Alors, je vais leur poser la première question. Not everyone knows you, Paul and Gail. Maybe you can share some words about who you are. You are known as being the co-founders, both of you, of Educational Kinesiology, and you are movement, learning, and vision specialist. So what do you want to say about, how do you define yourself? Comment vous définissez-vous? Vous êtes les créateurs de l'éducation kinesthésique et considérés comme internationalement des spécialistes aussi bien de l'apprentissage, de la vision et du mouvement. Yeah. Paul is the brilliant innovator of Brain Gym. He really started it back in his learning centers in the 1960s. And when I met him, I was teaching Touch for Health. Mm-hmm. And I fell in love with Paul's amazing understanding of learning as a PhD in education, teaching children for years and years. He really knew how to use this new work to bring people out of themselves and to learn quickly and easily. Donc, j'ai rencontré Paul il y a déjà longtemps parce que lui, dans les années 60, il a commencé à créer une approche basée sur le mouvement qui s'appelle le Brain Gym, et il a un doctorat dans le domaine de l'apprentissage. Et je l'ai rencontré à l'époque, moi j'enseignais une méthode qui s'appelait la santé par le toucher, et j'étais extrêmement touché par ce qu'il faisait et on a commencé à travailler ensemble. Yeah, thank you. This is Gail Dennison.
my wife and partner, and there wouldn't be any brain gym if she hadn't joined the partnership. She helped write the manuals and assisted me in doing balances as we figured out how to do work. So it's a brilliant partnership with Gail and Paul Dennison. Yeah. Yes, and I also teach the vision circles and the movement dynamics that I developed, and it has been a brilliant partnership. I bring the double doodle play and all the artistry to Paul's magic. Et Paul Dennison introduit sa femme Gail, il dit voilà, c'est ma femme et partenaire dans la création du brain gym, de l'éducation kinesthésique, et cette méthode n'existerait pas sans elle. Elle a apporté, rajoute-t-elle, l'aspect à l'approche éducative que lui avait commencé à créer, elle a rajouté l'aspect créatif, tout le travail sur la vision, elle a créé différents séminaires, et Paul a précisé aussi que tous les manuels de cours et les livres ont été coécrits tous les deux. Donc on peut vraiment dire que la création de l'éducation kinesthésique, le brain gym, c'est une approche créée par eux deux et une collaboration qui date maintenant depuis plusieurs décennies. Yeah, thank you. So do you want to add something to this presentation, both of you? Do you want to say something else? Quelque chose à rajouter là-dessus? Well, yes, I think we should just jump in and talk about how we met Katy. Yeah. Why we, after we had already been teaching movement for 25 years, all over the world. Our work is translated into 20 languages or more. The manuals are available in 90 countries. And so it's really grown in ways that we, I don't know if we imagined that it would grow that way or not, but it's been very thrilling. Yeah. Donc, Gail, elle dit, on va parler du livre et des travaux de Katy Bowman, parce que c'est le but de cette réunion. Et elle précise, on a rencontré le travail de Katy Bowman, mais ça faisait déjà 25 ans qu'on travaillait sur le mouvement et l'apprentissage. Et dans ces 25 ans, on n'aurait jamais cru ça au départ, mais nos livres, nos manuels de cours, notre méthode a été traduite dans plus de 20 langues différentes et notre méthode est enseignée dans plus de 80 pays différents. Donc, on avait déjà tout un bagage quand on a rencontré le travail de Katy. So how and maybe when or how did you discover the work of Katy? Okay, so it's been a big, exciting journey. I traveled all around the world and met people, and they drove me out. I developed brain gym by working with students all around the world in different languages. Yeah. Actually, 25 countries, right, Paul? Yeah. Et Paul, il dit, et on a voyagé dans le monde entier pour enseigner le brain gym, avant de parler du travail de Katy, et on a enseigné dans plus de 25 pays différents. Donc, il a énormément voyagé et rencontré des gens du monde entier autour du mouvement, de l'apprentissage et de leur approche. Yeah, thank you. There was no books about movement at the time. I had to figure out that movement helped. So movement is a sort of learning, we say. Et à l'époque, il faut savoir que, évidemment, à l'époque, dans les années 60, 70, 80, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de livre sur le mouvement à proprement parler, en lien avec l'apprentissage, la cognition, etc. Donc, vraiment, on partait de rien. Yeah. So, how do you meet the work of Katy? I just remember Paul. I
I don't know, in some conference in, I think it was in, I don't remember, in USA for sure, in Paul, no, Paul was teaching here in France, and I was translating him, and suddenly he spoke about Katy's work. Is that you, Gail? It was so long ago, but do you remember how you happened to discover Katy's work? Yes, it was a long time ago. It was 2007, right? Right. Yeah. And a friend of ours, actually our editor, told us Katy Bowman, who is a specialist in biomechanics, an expert, and you should know her. And she has just moved her studio right around the corner from your home. Yeah. Et c'est un ami, la question que je pose, donc maintenant on y vient, c'est comment ils ont rencontré le travail de Katy Bowman. Et elle dit, en fait, on avait un ami qui est éditeur, qui publie donc des bouquins, et qui m'a dit, écoute, tu devrais rencontrer cette dame qui s'appelle Katy Bowman et qui est biomécanicienne, donc spécialiste du corps humain. Il se trouve qu'elle vient juste de déménager à l'angle de votre rue et qu'elle a ouvert une salle de pratique où elle enseigne sa méthode. Yes. So she had a presentation one evening, and we attended, and we were amazed we're talking about something that was very important to us, about locking the knees. She showed how knee locking helped people hold back and not be able to move, and how to get the knees moving by moving them up and down the knee joint like that. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Et on est donc allé un soir à un de ces petits cours du soir, et tout de suite on a été extrêmement intéressés parce que Katy parlait, et c'est quelque chose qu'on aborde énormément en Brain Gym, elle parlait des genoux verrouillés et de l'importance de déverrouiller les genoux et de comment faire justement pour déverrouiller les genoux. Et ça nous a beaucoup intéressés. Yeah. So we have been teaching about knee locking. Katy doesn't use those terms, but we have been teaching in our work in Educate about knee locking for already 20 some years. And we showed how we would show people that when they locked their knees, they could not comprehend as well as when they unlocked their knees. And usually the locking of the knees, the sacrum, and the occiput often go together, those three things. And you can check this out on yourself, that if you are standing and you pull your knees back into a locked position, that it changes your entire body posture. And if you stand that way for very long, or you walk that way, then it's more difficult to think, and it's more difficult to move forward. And forward movement is what we need to do. When we comprehend, we need to move forward in our minds. We need to connect our past experiences to our future experiences. Thank you. Et nous, ça nous a beaucoup parlé parce que c'était en 2007 qu'on a rencontré Katy Bowman, là, cette soirée qu'on a passée avec elle dans sa salle. C'était en 2007, et nous, ça faisait déjà plus de 20 ans qu'on parlait de l'importance dans nos séminaires de relâcher les genoux. Nous, on dit que les genoux font partie d'un ensemble entre les genoux, le sacrum et l'occiput qui maintient notre posture, soit en arrière, soit quand les genoux sont libérés, justement, notre posture peut aller de l'avant. Or, c'est important parce que nos recherches ont fait le lien entre les genoux verrouillés, cette connexion genou-sacrum-occiput, et la capacité à comprendre d'un point de vue intellectuel. On peut faire l'expérience soi-même. Si on est debout et qu'on verrouille ses genoux, ça va bloquer notre posture et ça va nous empêcher d'aller de l'avant. Or, aller de l'avant, c'est la condition indispensable pour bien apprendre, pour bien brancher notre cognition. Et donc, ça nous a beaucoup parlé, ce travail de Katy. So walking I was a runner. I ran marathons and had no problem. But when I was walking,
often fall down, trip, have difficulty lifting my legs up from the roads to the curb and down again and that type of thing. So, but I understood about how to loosen up the knees. It was really helpful. And now I never fall down or have difficulty walking. I walk every day. 3 miles a day and 5 miles on Sunday. Yeah. Wow, that's great. Alors, Paul, il dit que justement, comment j'en suis venu à travailler au niveau des genoux, c'est qu'à l'époque, je faisais des marathons, j'avais fait plusieurs marathons et je courais, mais ce qui se passait, c'est que j'avais une difficulté qui fait que de temps en temps, quand je marchais, je me prenais les pieds dans quelque chose et je perdais l'équilibre et je tombais, je faisais des chutes. J'avais un problème lors de la marche alors que j'arrivais à courir. Et donc, j'ai commencé à travailler sur moi-même et découvrir que c'était lié à mes genoux, que j'avais tendance à verrouiller. Et j'ai progressivement appris à relâcher, à trouver différentes méthodes pour relâcher les genoux. Et depuis, je fais plus jamais de chute. Et évidemment, ça fait des décennies de ça. Et il rajoute que je fais 3 miles, c'est-à-dire à peu près 5 km par jour de marche à l'heure actuelle. Et 5 miles, donc ça fait 7 km et demi le samedi. Voilà. So, my personal benefit, I was able to recommend Brain Gym to my students. Yeah. So, so we started working with Katy closely, and for 4 years, I took her program and went almost every single day, and Paul went about 3 times a week whenever he wasn't traveling. Oh. Et donc, on a commencé à travailler, à collaborer de manière très étroite avec Katy. Moi, j'y allais quasiment tous les soirs. Tous les soirs, Katy donne des cours dans sa salle et j'y allais tous les soirs. Et Paul y allait 3 fois par semaine quand, évidemment, il n'était pas en déplacement parce qu'il faut savoir que Paul se déplace énormément dans le monde entier pour animer des formations. Donc voilà, on a commencé à collaborer ensemble. Yeah? So, I actually became a restorative exercise instructor. I've never taught restorative exercise. I think maybe this is the closest that I've come, is to recommend her work to many, many people. Et puis, en fin de compte, je me suis certifiée, je suis devenue instructrice de la méthode de Katy, sauf que je ne l'ai jamais enseignée. La seule chose que j'ai fait, c'est que je dis aux gens, allez vous former, suivez cette approche. So maybe we can share a few tips that we learned from Katy, and also that we, do we have the pillow here that you were using this one? Oops. All right. Okay. Here's one tip. This is shoes and what kind of shoes to wear. This was a very important thing that we learned from Katy. Yeah. That shoes need to be flexible. Now, this is a man's shoe, maybe a hiking shoe, but you can see this is not flexible. What you want to realize is that there are thousands of articulations, possible foot articulations, and that every one of those articulations, if it is constrained, it affects the whole rest of the body. This is one of the key things that we learned from Katy. Whereas a shoe like, we've got a shoe here. This shoe is flexible. So those thousands of foot articulations can take place in a flexible shoe. And you also want to have a shoe, this is my shoe, with a wide toe box, because the toes and the balls of the feet, both the large toe ball and a little toe ball, are all very important to foot stability. Now, this is important for adults, but it's even more important for children. Yeah. Donc,
je vais vous partager quelques trucs qu'on a appris de Katy et que je pense que tout le monde devrait connaître et qui sont très, très importants. La première chose, c'est les chaussures. Gail a d'abord montré une chaussure un peu de marche, une chaussure pour aller grimper dans la montagne, c'est une chaussure d'homme. Elle a dit, ça, c'est une chaussure rigide. Et Katy nous dit à quel point c'est important d'avoir une chaussure qui soit souple. Et dans un deuxième temps, Paul a montré une chaussure qui est souple. Donc, il est absolument capital que toutes les articulations du pied, et alors il y a plein d'articulations dans le pied, mais les combinaisons possibles entre toutes les articulations du pied sont énormes. Et il est absolument nécessaire que ces articulations du pied soient libres, qu'elles puissent bouger dans tous les sens possibles. Donc la première chose qu'on a appris de Katy, c'est d'avoir des chaussures souples. Ça, c'est vrai pour les adultes, mais c'est encore plus vrai pour les enfants. Yeah, so first tip, the shoe. What do we want else to say about some tips from Katy's work? Katy's work. Yes, well, Katy's work is so extraordinary. So her book, she talks in here, this is this book is a wealth of information. Mm-hmm. We could talk all afternoon about this book because the ideas are so new and so novel. And at first glance, you might open it and say, well, look at those cute pictures of kids climbing and walking and running and cooking and doing different things. And you might say, oh, it's lovely, but maybe it's kind of old-fashioned. But it is not old-fashioned. This is new and it's science-backed. And it tells us why we need to move more. And that means more of our whole bodies. This is not about exercise. Yeah. Alors, on va parler de ce livre Grandir Sauvage. Voilà, deuxième chose, parler de ce livre de Grandir Sauvage, qui est un livre vraiment extraordinaire. C'est un livre où, première chose qu'on peut faire, c'est l'ouvrir et voir des belles photos d'enfants qui jouent à ceci ou à cela et se dire « Oh, c'est mignon, voilà des enfants qui font des activités. » On pourrait même se dire « C'est un peu vieillot, des enfants qui bougent. » Or, c'est absolument majeur, c'est absolument essentiel. Ce livre, c'est vraiment révolutionnaire dans notre manière de voir le mouvement et le rapport des enfants au mouvement. Et c'est un livre, il faut comprendre, qui est scientifique, qui est basé sur des recherches scientifiques. Donc, on va rentrer un peu dans la compréhension du livre et comprendre à quel point c'est important dans le monde aujourd'hui de saisir l'importance de ce livre qui est vraiment une somme et une mine d'informations extraordinaires et qui va changer notre regard sur beaucoup de choses. Yeah. So our work is, our educational kinesiology work is so parallel to Katy. It's just like, they just are like matched bookends or something. So I can't talk about one without talking about the other. Sure. But we have a movement in Vision Gym, heliotropic breathing, which coordinates our breathing with letting in light. And it's a really great way to inhale and look around and let in the light, and then close your eyes and see the darkness as you exhale. Very simple. And we showed that to our optometrist friend back, in 1989. And he said, yes, this is important. Because when you have a tree or a plant that grows crooked, you can do many things to help that plant grow straight. You can put a stake there and tie it and keep tying it. But it's better if you just turn it toward the light. Keep turning it toward the light. And Katy talks about this in her book. She says, the environment, the container that something is in, is what shapes it. Yeah. This is her thesis.
Yeah. Thank you. Yeah. We are just into the main theme of the book and of our, I mean, your works, yours and Katy's. Donc, ce que dit Gail, c'est tout d'abord la première notion dont elle a parlé tout à l'heure, c'est de faire la différence entre exercice et mouvement. Et ça, Katy dit bien qu'on va parler de mouvement et pas d'exercice. Et il y a un mouvement qu'on a créé, que Gail Dennison a créé, c'était avant les années 89, qui est un mouvement qui s'appelle la respiration héliotropique, où on va inspirer et expirer en fermant les yeux à l'inspire, en ouvrant les yeux à l'expire, ou l'inverse, et d'alterner. Je me recentre les yeux fermés, j'ouvre mes yeux, je regarde autour de moi. Et j'ai parlé de ça à un optométriste, un ami à nous qui est spécialiste de la vision, optométriste comportemental, fonctionnel, et qui m'a dit à quel point c'est important, ce travail de vision. Et il dit, prends un arbre par exemple, un arbre que tu aurais chez toi dans ton appartement, il n'y a pas beaucoup de lumière et il va grandir tordu. Un arbre, un arbuste, une plante verte. Qu'est-ce que les gens ont tendance à faire? Eh bien, c'est de le tutorer, d'accrocher le tronc d'arbre, la tige de la plante au tuteur avec des tas de petits bouts de ficelle pour la forcer à être toute droite. Mais en fait, si on mettait cette plante au soleil, ou en tout cas à la lumière, naturellement, elle se grandirait et naturellement, elle se verticaliserait. Eh bien, ce dont parle Katy dans son livre, c'est exactement ça. Elle dit, la plante, ce qui va la façonner, c'est la lumière. C'est ça qui va la faire grandir comme il faut. Eh bien, ce qui fait grandir les humains comme il faut, c'est l'environnement. C'est l'environnement dans lequel on met nos enfants, qui les fait grandir comme il faut. So it's so simple. Just do what's natural. See what happens in nature, because nature has been working to help things grow for millions of years and doesn't need any human tricks. Et ce qui est chouette avec la nature, c'est que là, quand on parle d'environnement, on va parler de l'environnement, on pourrait dire natif des humains. C'est-à-dire que les humains, leur environnement naturel, comme tous les autres animaux sur cette planète, c'est être dans la nature, être dehors, être à l'extérieur. Et ce qui est génial avec la nature, c'est qu'il n'y a pas besoin de trouver des trucs et des astuces comme on aurait tendance à faire pour éduquer un enfant. Dès qu'on met un enfant dans la nature, il fait ce qu'il est censé faire parce que c'est son environnement naturel. So Katy introduces her whole book with that concept of the tree that has been staked or is, growing on a cliff in a particular way, and how that tree is affected, that the forces of nature impact the way the tree grows. And that similarly, children are like trees, and children are impacted. Their entire lifespan of health is impacted by the container. She calls it the container, the environment in which they grow. Et la notion vraiment de tout le livre, central du livre Grandir Sauvage de Katy Bowman, c'est qu'elle compare les enfants, la manière dont on élève les enfants et les arbres. Comment réagit un arbre s'il est dans une serre ou s'il grandit au bord d'une falaise? Et qu'est-ce qui se passe avec un enfant s'il est dans une serre, c'est-à-dire s'il grandit dans un appartement, dans une maison, au lieu de grandir dans la nature? Et Katy va parler, et ça c'est un concept fondamental de son livre, des contenants. Elle va parler de plusieurs contenants dans lesquels on va mettre nos enfants. Et je peux déjà le dire, là c'est moi qui le dis, il y aura les contenants. So can you say few words about what are the containers like clothes and kitchen and schools, and can you say a word about what containers are? Yes, what are these containers? And we all are living in them. And she starts with the cultural container. The cultural container is, whatever culture you're living in, like we here in the United States, you and there in France, slightly different cultural containers that we live in that tell us
to wear shoes or don't wear shoes, or to wear a certain kind of clothes, maybe constricted clothes, maybe a tie, maybe not a tie, you know, but how these things impact the physiology of the body. Cooking, how cooking, for example, uses two hands. Cutting, chopping. When kids learn this, they're learning two-handed skills. So there are many of these. We can readily see the importance of these when we think of the, this is again where Katy's work dovetails so well with Brain Gym, right, Paul? Because in Brain Gym, for 40 years, we've been showing people how, if they teach reading and writing too early, before the child has whole body stability and whole body mobility, then kids do strange things with their bodies. And you can see the impact of a container like reading, when a child is suddenly reading, but their book is always way to the right, like this. And you see how misalignment of the spine becomes a common thing for many kids, or they're always putting their face very close to the book. They're only getting one side of the brain and one side of the body. They're not integrating on the midline, the midfield, I call it. Donc, quels sont ces contenants? Qu'est-ce que c'est que cette notion de contenant qui est vraiment à la base du livre Grandir Sauvage? Alors, le premier contenant qui est évoqué dans le livre dont parle Katy, c'est le contenant culturel, c'est la culture. Gail dit, par exemple, entre la France et les États-Unis, on n'a pas exactement la même culture, et donc on ne va pas forcément considérer ou faire les mêmes choses à nos enfants. Et donc ça, c'est une chose très importante. Notre culture, à chacun, va conditionner la manière dont on s'occupe de nos enfants et dont ceux-ci vont grandir. Et un autre contenant, c'est le contenant de la cuisine. Ça, c'est intéressant, la cuisine, parce que qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants si on fait la cuisine avec eux? C'est va être une activité très intéressante. Si on réfléchit à la cuisine par rapport à l'école dont on va parler dans un instant, souvent, quand on prépare à manger, on va utiliser nos deux mains, on va couper, on va malaxer, on va faire différentes activités. Dans le contenant de la cuisine, il y a tout un tas d'activités qui vont nous façonner, qui vont induire un certain nombre d'activités. Et dans le contenant culturel, il y a d'autres choses possibles. Et puis, dans le contenant de l'école, dans la lecture et de l'écriture, et dans l'écriture et dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, il y a aussi des choses qui vont façonner nos enfants et le corps de nos enfants. Par exemple, on peut voir qu'un enfant qui va passer des heures et des heures à lire ou à écrire d'une certaine manière, en étant un peu tordu sur sa table ou à tenir son livre d'une certaine manière, va développer une colonne vertébrale, un fonctionnement de sa colonne vertébrale d'un certain type. S'il prend toujours l'habitude et passe ses journées entières à regarder en vision proche avec des écrans, avec des livres, etc., ça va conditionner dans son corps un certain nombre de choses. Et Paul Dennison ajoute, ça va aussi conditionner des choses sur la capacité à croiser la ligne médiane et à utiliser nos deux hémisphères cérébraux, et donc notre manière d'apprentissage, notre manière d'apprendre. Et ça, c'est un lien très fort qui existe entre l'approche de Katy, c'est-à-dire comment notre environnement nous façonne, et l'approche de Dennison qui dit que les mouvements qu'on effectue façonnent notre manière de penser et, en fin de compte, notre cerveau. Donc, il y a un lien direct entre notre environnement, nos habitudes, notre posture, notre manière d'apprendre. So the tragedy is that kids can learn one-sided, and they point and stare at the word, and they hold the book close, and the teacher says, "That's good work, keep doing it." So the kid gets rewarded for being out of balance. Oui. Et on en arrive même à un point où des enfants, pour
réussir à l'école vont se déconnecter presque d'un point de vue visuel ou cérébral pour faire des efforts, pour réussir à apprendre, et ils vont se déconnecter, et comme ils vont un petit peu mieux réussir à lire ou à écrire, eh bien, on va les encourager, même les professeurs, par exemple, vont leur dire « Ah, c'est bien, continue à faire ce que tu fais. » à faire ce que tu fais. Or, certes, d'un point de vue peut-être de ses notes scolaires, c'est un petit peu moins pire, mais au niveau de son fonctionnement global, corporel, cérébral et autres, c'est extrêmement délétère. So, and then, of course, nowadays we have this additional thing of the cell phone, and you will be hard-pressed to find a child that doesn't hold the cell phone on one side of the body. Most kids do, and they hold it too close to the face. So our visual system, in order, this is not Katie's work, this is our work, but this is it, but it dovetails, and you'll see how. So in order to see with two eyes, our binocularity, our eye teaming, because we're not optometrists, but as educators, we think that all educators are teaching vision when they teach reading. You cannot teach reading and not teach vision. And every parent teaching reading is teaching lifelong skills of vision. Yeah. We have to grasp that. Mm-hmm. Mm-hmm. So if we're giving a child a cell phone and we see this happening, we have to say, oh, it's not possible to see with both eyes if it's this close to the face. You can't see it. One eye is in, one eye is in like an alpha state. Mm-hmm. And so how do we get both eyes switched on? And this is what Brain Gym is all about. One of the things is getting the two eyes and the whole body coordinated in the midfield, in the visual, auditory, kinesthetic, tactile midfield, so that all of those things can work together. Yeah, thank you. Alors, petit exemple qu'on veut donner qui permet de faire le lien et de comprendre des choses sur le système visuel, la manière dont on voit les choses en Brain Gym, et on va faire le lien plus tard avec le travail de Katy. Exemple, aujourd'hui, vous voyez bien que tous les jeunes, tous les enfants ont un téléphone portable. Ce téléphone, il est toujours d'un côté d'abord parce que on utilise une main ou l'autre, il est donc positionné un peu latéralement et puis très très proche. Or, il y a une notion très importante qui s'appelle la notion de champ médian. C'est la notion où je vais utiliser mes deux yeux, mes deux oreilles, mes deux parties du corps et mes deux hémisphères cérébraux à la fois. Quand je suis en vision rapprochée, et encore plus quand c'est un peu latéral, eh bien, je ne peux pas fonctionner dans ce champ médian. On peut faire l'expérience soi-même. Si je cache un œil ou l'autre, je vais m'apercevoir, là, quand je le fais avec ma main, que par exemple, quand je cache un œil, je ne vois pas ma main, et que quand je cache l'autre œil, je la vois. Ça veut dire qu'en fait, je fonctionne en monoculaire, et donc je ne travaille pas dans mon champ médian. Et ça, c'est très important, parce que si je prends cette habitude, eh bien, ça va affecter mon comportement, mon fonctionnement cognitif et corporel. Il faut comprendre que, évidemment, un professeur, un enseignant, une institutrice n'est pas une optométriste, n'est pas une spécialiste de la vision, mais la manière dont on enseigne à lire et à écrire nous enseigne aussi la manière d'utiliser notre système visuel. En fait, il faut considérer donc que tout enseignant est aussi un enseignant visuel, de la vision. Et donc, évidemment, si j'enseigne à faire aux enfants une certaine manière d'utiliser leur système visuel quand ils lisent, le risque, c'est qu'ils continuent à l'utiliser de manière non bilatérale dans d'autres activités, parce qu'ils ont pris une habitude d'unilatéralité au niveau visuel. Ils perdent leur vision binoculaire. So can you continue on that, Gail, and make a link between the way we see that in Brain Gym and with Katy's work? It's very interesting, yes. Yes, so Katy calls that the learning container. Mm-hmm.
in Brain Gym, we call that, in vision circles, we call that the builder's circle. Yeah. The builder's circle is that circle of hand-eye coordination. Yeah. So we have 8 circles in vision circles. Our 8 circles, some of them are very similar to Katy's containers, you know, so there's overlap. Mm-hmm. So we're looking at, in Katy's work, we're looking at each of these. How do we expand? How do we enlarge the container so that children will learn differently? And how we do it in Brain Gym is to be aware of the center of the book when we teach a child. So if I'm sitting next to a child, I can read this book. I've been reading this book. You know, I've been reading books since I was 5 years old, 6 years old, you know, even before, you know, as a little kid, just looking through books. So I've been reading books for a long time. I know about words. I'm a speed reader, just like saying I'm a parent, I'm a speed reader. I can glance at the book and tell, especially if it's a children's book, then I can put it in front of the child so that it's centered on in their midfield, so that when we talk about the words, they are seeing it with 2 eyes. This is really an important thing. It doesn't have to be every single time, but it needs to be enough that the child knows how to hold the book. That's a beginning. That's a beginning. Alors, en fait, cet exemple que je viens de donner sur la position du téléphone et le champ visuel, ça fait partie de ce que Katy Bowman appelle le contenant d'apprentissage, c'est-à-dire les habitudes qu'on prend à l'école et de la salle de classe, de la manière dont les tables, les chaises, le tableau est organisé, tout le mode de vie dans la classe va générer un certain nombre d'apprentissages et de comportements. Nous, en Brain Gym et en particulier ce qu'on appelle le Vision Gym, la gym visuelle, on a ce qu'on appelle les cercles de vision. Et ce contenant de l'apprentissage, nous, on l'appelle le bâtisseur, le cercle du bâtisseur. C'est le cercle dans lequel on a une coordination œil-main en distance proximale, c'est-à-dire distance de bureau, papier, crayon, écran, etc. Et je vais vous donner un exemple de ce qu'on pourrait faire pour éviter la problématique que je viens d'évoquer du fait d'avoir une vision monoculaire et donc de perdre la ligne médiane. Si, par exemple, moi, par exemple, je lis depuis que j'ai 5-6 ans et même avant qu'on me racontait des histoires, mais je lis énormément. Eh bien, quand je lis, je mets évidemment mon livre devant moi. Et puis, à partir de là, j'ai une vision globale de la page. Eh bien, si je lis une histoire à un enfant et je veux qu'il ait cette même expérience que moi de la lecture, je vais lire un petit peu, mais au lieu de poser juste le livre sur le côté pour que l'enfant regarde de profil mon livre, je vais complètement déplacer le livre pour le mettre sur sa ligne médiane. Et ça va être très important. Donc, c'est un petit exemple, c'est-à-dire au lieu d'encourager un mode de vision monoculaire, je vais à chaque fois, alors on ne le fait pas à chaque fois, on ne le fait pas pour chaque histoire, mais je vais, quand je raconte les histoires à mes petits-enfants, par exemple, je vais déplacer le livre pour qu'ils soient bien en face d'eux et qu'ils apprennent à utiliser leur système visuel en vision proximale, donc proche, mais binoculairement. Et donc d'être dans ce qu'on appelle, nous, en Brain Gym, le champ médian. Yeah, and similarly, when we see a child holding the book too close to their face, we can just guide the book back away from them and just say, isn't that easier for your eyes? Et dans le même genre d'idée, si je vois que l'enfant il a son livre beaucoup trop proche de lui, je pourrais tout simplement éloigner un petit peu le livre de son visage et lui dire « Est-ce que tu sens pas que tes yeux sont plus détendus et que c'est plus relax pour toi d'éloigner un peu le livre ?» Donc, juste le faire observer, ressentir ce qui se passe dans son corps. So, to understand why this is so important, I think, we have to understand that in order to read with both eyes, you have to be able to look far away and focus with both eyes far away, and then focus, it's called accommodation,
that we can bring our eyes together to near. So from far to near, from far to near. And then we have to be able to track left to right, left to right, left to right at a certain distance. So that ideal distance is bent elbow to hand. That distance would be bent elbow at your side. That distance, the book goes right in front of you. It's where we put the lazy 8s in Brain Gym. It's exactly that plane. Mhm. Donc, autre petite chose, il faut comprendre que le fonctionnement de l'œil procède il y a plusieurs mouvements. Première chose, évidemment, il y a ce qu'on appelle l'accommodation, c'est-à-dire la capacité de regarder proche avec les deux yeux jusqu'à loin avec les deux yeux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'accommodation. Mais en même temps, les yeux doivent pouvoir avoir un mouvement dit de poursuite oculaire, de gauche et de droite et de gauche, et de croiser la ligne médiane. Quand on lit, on veut combiner ces deux choses-là, avoir la bonne accommodation, donc la bonne distance, et le bon mouvement de croisement de ligne médiane droite-gauche. Et d'ailleurs, en Brain Gym, on explique les choses ainsi. On dit que la bonne distance pour lire, c'est quand on fléchit le coude, qu'on le pose sur son tronc, et la distance là, c'est la distance idéale. Ce qu'on fait, c'est que nous, c'est à cette distance-là qu'on va faire le fameux 8 couchés de Brain Gym. Et donc, dans ce 8 couchés de Brain Gym, on va travailler à la fois l'accommodation et le mouvement de poursuite. So doing twos with both hands is very important to centralize. We call it a double doodle. You go out, go down, go in, and you move. Oui, et il y a un autre mouvement très important d'ailleurs qu'on fait en Brain Gym qu'on appelle le gribouillage, le crayonnage en miroir. On va dessiner dans l'air ou sur un tableau avec des feutres et autres en miroir. Donc on va utiliser simultanément les deux mains et les deux yeux. So optometrist taught me this, and I've been doing with students. And the body teaches the brain how to move and how to learn. I recommend everyone do these two-handed drawings for hand-eye, eye-hand coordination. Et ça a l'air de rien, mais c'est très important. Moi, c'est un optométriste, un spécialiste de la vision qui m'avait enseigné ça il y a de nombreuses décennies. Et on va avoir un travail de coordination œil-main bilatéral très important lors de ce mouvement-là. Et ça se fait comme un jeu. On peut faire ça sur différentes surfaces, au mur, un tableau, dans l'air, des couleurs, etc. Donc ça, c'est une chose intéressante. So, Paul, you're making an important point, which is that hand-eye and eye-hand coordination are two different skills that we teach in our work. And hand-eye is when our hand just reaches for something, and then our eyes follow. Eye-hand is when our eyes, this is a more higher level skill. Our eyes look for something, and then we reach for it. Mm-hmm. So, but this development can take up to 7 years for a child to develop this hand-eye coordination. There are many, many trajectories just within the sphere of hand-eye coordination, up, down, side, side, back and forth. There's many, many visual and hand trajectories that we want children to get as a context for doing a static process, like looking at a cell. Et il faut bien comprendre deux notions. Dans la coordination oculomotrice, il y a en fait deux choses. Il y a la coordination œil-main, mais aussi main-œil. Main-œil, ce serait quoi? C'est je bouge ma main et hop, je vais aller la regarder. Donc, c'est le petit enfant, il bouge sa main, c'est pas peut-être anticipé comme mouvement, et puis je regarde cette main bouger. Ça va être la coordination mains-yeux. Mais la coordination dite
oculomotrice est beaucoup plus complexe, c'est la préparation du mouvement, je regarde et ensuite je vais attraper quelque chose. Et c'est la combinaison des deux qui va nous permettre d'être dans une grande sphère, une sphère de coordination yeux-mains, mains-yeux, tout autour de nous, mais il faut savoir que ça prend du temps pour que ce soit tout à fait au point, cette coordination yeux-mains, mains-yeux, et ça prend jusqu'à 7 ans, jusqu'à l'âge de 7 ans pour que l'enfant y arrive bien. And can we say, Gail, can we add that the natural program to do those movements is not being in a classroom or indoors? It's an outdoors. The more you are outdoor and the children are outdoor, the more they can express and experiment this hand-eye-hand coordination. Is that it? So, Paul, can you still hear us? Because we suddenly lost your auditory. Well, I can hear you well. Did you hear me too? Yeah, I can hardly hear you, but that's okay. Yeah, just check out from that. Okay. So let me just say, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous pouvez écrire si vous m'entendez bien ou si j'ai perdu mon micro? Moi, j'entends bien les Dennison, ils semblent m'entendre moins bien. OK, parfait. OK, super, merci, messieurs, dames. OK, everybody's hear me fine and I can hear you fine, so I don't know what is happening, but you can continue again if it's okay with you. Okay, so I don't know. It seems fine. It seems fine over here, so I don't know why we're not hearing you. But back to Katy's book, you might say, what does this container, what does this hand-eye container, how does this relate to whole body movement and the shoe, right? It is intimately connected. So this is a pillow that I made after I met Katy. This pillow, this is another one of our tips. This pillow, this was my idea based on what Katy said. And you can see it has just funny things, socks and things rolled up. It has little balls and little tiny bean bags. This right is on. And this activates those dozens of thousands of mechanoreceptors in the feet. Now, I'm not sure I get it. What do you mean it activates? What do you mean? You walk on your pillow or? Yeah. It turns out that there is research that if you, this only makes sense. We need research now to prove the common sense, right? But the research is that if you have low level of binocularity, it becomes more difficult to walk easily. It affects the walking gaits. Yeah. Think about that. Yeah. OK. Alors, Gail veut maintenant faire le lien parce qu'on a évoqué de cette réunion qui touche bientôt à sa fin, mais elle a donné quelques trucs. Elle a dit, je vais vous donner 2 trucs de ce qu'on a appris du travail de Katy. Premier truc, elle a dit, elle nous a montré des chaussures rigides, chaussures souples. Deuxième truc, elle a dit l'importance de la coordination œil-main. Et à ce point-là, on peut se dire, quel est le lien entre tout ça? Eh bien, Gail nous a montré, elle a dit, voilà, j'ai fait un petit coussin. Quand j'avais rencontré Katy pour la première fois, j'ai fabriqué un petit coussin. Et dans ce coussin, vous avez vu, il y a des bourres, de chaussettes, de petits sacs de grains, de tout un tas de choses. Un coussin qui va me servir à marcher dessus pour activer ma posture et mon équilibre.
Pourquoi? Pourquoi j'ai fabriqué ce coussin pour activer mon équilibre et ma posture? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des recherches qui doivent être menées scientifiquement, mais pour prouver le sens commun, parce que ça semble tellement évident, il y a un lien direct entre notre système visuel et notre démarche, notre manière de marcher. Il y a un lien entre notre système visuel et la marche. Yeah? So why I made this pillow to stand or to sit on or to lean against is because Katy talked a lot about how important it is to have textures under our feet, various surfaces. So when we walk in grass and on rocks and, dirt, sidewalk, many different surfaces. If we are in very flexible shoes, our bodies, that impacts our body differently. So I have tested that out with my own little pillow. And also, we're the only people I know who have rocks in our house, big rocks that you can stand on. Mm-hmm. Mm-hmm. Just for a minute. Mm-hmm. Yeah. Alors, venons-en à l'explication de tout ça. En fait, Katy, dans son livre, parle de l'importance énorme pour nos pieds de recevoir des informations. Et entre autres, d'avoir des informations de différentes textures, de différentes températures, de différentes surfaces. Nos pieds sont construits avec des tonnes de capteurs faits pour appréhender toutes sortes de sols différents. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est bétonné, sur lequel nos pieds sont toujours sur du plat et sont pas stimulés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fabriqué ce petit coussin pour marcher dessus et donner une surface, des fois m'asseoir dessus ou me mettre contre le mur, contre mon coussin, pour me créer des stimulations. Et d'ailleurs, chez nous, on a, et je connais personne d'autre qui fait ça, on a chez nous quelques gros cailloux qui sont placés et nous avons l'habitude, parce qu'on vit en ville, d'aller marcher sur nos gros cailloux pour nous stimuler. Yeah. So Katy shows, oh, sorry. No, go ahead. Yeah, please go. Yeah. So Katy shows us in hundreds of ways how to get the kids and ourselves outside in nature, why it is important to be outside in nature, and how to get moving outside in nature to get the multiple surfaces and the textures in a natural way so that we don't have to rely on this, but how we also can use tools like this to help us keep our bodies. When she says active, she is not talking about exercise. Mm-hmm. She is talking about micro movements in the body that make the difference between using our shoulders properly, using our hips properly, and not. Using our bodies in a way that provides a context for our visual system and not having the body being at odds with the visual system. That is the proprioceptive system and the visual system. We think in our current culture that these two systems are very often at odds with one another. Mmh, mmh. Alors, il se trouve que dans le livre de Katy Bowman, il y a énormément d'activités au sein de la nature pour activer les différents capteurs du corps. C'est-à-dire que j'ai parlé de mon petit coussin, mais le petit coussin, c'est juste un outil. En vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, l'environnement adéquat pour stimuler notre corps, notre système visuel, etc., c'est la nature, c'est d'aller dehors. Et donc, ce livre, il va nous donner de multiples trucs, de multiples moyens, de multiples choses pour comprendre et comment faire pour stimuler nos enfants de la manière correcte. Par exemple,
dans le monde d'aujourd'hui, nous pensons que le corps et son système proprioceptif et sensoriel est complètement déconnecté du système visuel qu'on a évoqué tout à l'heure. Et ils sont en déconnexion l'un par rapport à l'autre. Et il est absolument impératif pour le bien-être cognitif et physique de nos enfants de resynchroniser à la fois ce système proprioceptif corporel et ce système visuel. Et il est important que nos épaules, nos pieds, nos hanches aient tous les micro-mouvements nécessaires pour vivre correctement. Et Cathy, elle insiste là-dessus. C'est pas des exercices qu'il faut faire de gym ou autre. Ce sont des micro-stimulations au quotidien, dans la nature, dans notre environnement naturel, qui vont façonner nos corps et celui de nos enfants et qui sont si importants. Yeah. Just for you to know, it's been an hour, so we can take a few minutes more to finish our, I mean, we can take, as you said, we can take hours to speak about all what we love, vision, posture, movement, children, games, etc. But we can use 10 to 15 minutes more, and I think we are doing a good job. You are doing a good job, so please go ahead. Thank you so much. So you said too much? No, you don't know. I say just perfect. We are perfectly on time. We still have like 15 minutes. So please continue. Add what you want to add. I'm very happy with this discussion we have together, Paul, Gail, and me. Thank you. So, Paul, I see that we're short on time now. And for some reason, we still can't actually, the audio is still not working at our end. And I don't know why, because everything seems to be okay. Yeah. So, but what I still wanted to say is that there are dozens of things in Katy's book we didn't even begin to touch on. Buy the book. Buy the book. It's really wonderful, and it will help you understand why Brain Gym, some of the reasons why Brain Gym is so effective. So this book is not something to buy and put on the shelf. It's not a reference book. It's a book that you'll look at every day and discover new things. Very important. You have to get up out of your chair and move, cross crawl, and do lazy eights, a double do. And as an apparent model, don't sit and stare, get up and move around and get outside. Et Paul, alors je crois qu'ils m'entendent plus, Paul et Gail Dennison, alors tout le monde a l'air de m'entendre, donc ils disent de toute façon ça fait 1 heure et qu'ils vont clôturer la réunion, ils me regardent juste parler et ils parlent, donc la communication est un peu rompue, mais ce qu'ils disent, c'est qu'on pourrait parler pendant des jours et des jours de ce livre. En fait, là, ce qu'on vient d'évoquer lors de cette petite heure, c'est juste un petit exemple. En fait, ce livre est bourré d'exemples. Et Gail Dennison, elle dit, j'ai envie de dire qu'une seule chose, achetez-le, mettez-le en pratique. Rien que les photos, déjà, nous apportent beaucoup de choses, mais il y a de multiples choses dedans. Et Paul, il dit, c'est pas juste un livre à acheter. En fait, si vous aimez le Brain Gym, vous aimerez ce livre. Et ça, c'est évident. C'est le pendant du Brain Gym. C'est-à-dire que le Brain Gym sont des mouvements qu'on fait, mais là, c'est au-delà, c'est un contexte beaucoup plus vaste. Yeah. So we could talk on and on about this, Paul, and it's so good to talk about it with you. And so good to have a translator that knows the work. Yes, it's so wonderful that you know both the Brain Gym, Educate, and Katy's work. I think one very important thing that we didn't touch on is what Katy calls allo parents, which is the community. How do we develop a community that moves? And this is something we can't even begin to talk about in a few minutes, except to say that
I was thinking about it last night, and suddenly I just went to the closet, and here was this quilt from my great-great-grandmother. Wow. So this quilt is over 100 years old, and it has on it the embroidered the names of all the people in her community. Could we create a world like that? And even better, maybe, for our children. You know, we talk about safety for our kids, how important safety is, how important movement is. But if we were moving with other people, what would that look like? And that is really Katy's great vision for this book. Grow wild. How will we grow wild with other people? And that is grow into our unique fullness of expression alongside all the other people who are in our lives, the great diversity of people. Yeah. We don't want to teach fear. We want to teach safety. And safety comes from trusting and knowing your neighborhood. And loving people. Being able to love people. Yeah, yeah. Je voudrais, bon, on pourrait parler longuement du livre, hein, mais je voudrais parler juste d'un autre chapitre qu'il y a dans le livre que Katy appelle les alloparents. Les alloparents, ce sont tous les gens qui ne sont pas des parents, enfin ils peuvent être des parents, mais qui s'occupent de nos enfants. De nos jours, c'est vrai que on est dans un monde où nous, les parents, nous travaillons et donc on confie nos enfants à beaucoup de gens et beaucoup de gens s'occupent de nos enfants, que ce soit de la famille, que ce soit des gens qui sont payés pour ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est un réseau. Nos enfants sont dans un réseau. Comme on dit, on dit en Afrique qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Il faut toute une communauté pour élever des enfants. Les enfants ont besoin de beaucoup de stimulation, on l'a vu, de la nature, mais aussi au niveau humain. Et je pensais à ça hier soir parce que c'est le matin pour eux. Et cette nuit, je voulais vous parler de ça et j'ai repensé à quelque chose. Et je me suis levé et j'ai ouvert un placard dans lequel Gail a montré un plaid. Elle a retrouvé un plaid qui vient de son arrière-grand-mère, un plaid qui a plus de 100 ans, que son arrière-arrière-grand-mère a brodé et sur lequel est brodé le nom de tous les gens de son entourage, tous les gens qu'elle aimait, que sa grand-mère aimait. Elle dit, ça c'est un réseau merveilleux d'amour de ma grand-mère et je pense que Katy nous incite, nous exhorte dans son livre à créer des communautés autour de nos enfants pour bouger, pour bouger et pour aider à faire grandir nos enfants. Et on a besoin de ces communautés, ça ce serait quelque chose d'extraordinaire. Et Paul Dennison rajoute, on a tendance à souvent enseigner la peur de nos enfants et la peur en disant fais pas ci, fais pas ça, c'est dangereux, etc. Et qu'est-ce qu'il en serait si on leur enseignait l'amour dont va naître la confiance et à ce moment-là, on créerait un monde qui est différent avec des enfants qui grandiraient de manière, comme le dit le livre, non pas sauvagement. Grandir sauvage, ça ne veut pas dire qu'on veut faire de nos enfants des sauvages, mais ça veut dire plus en contact avec la nature. Wild en anglais, c'est aussi la nature, le sauvage. Donc des enfants qui seraient plus en contact avec la virilité de l'environnement qui est la nature et donc qui pourraient faire grandir un monde beaucoup plus sauvage, naturel. C'est ça que ça veut dire. Et aujourd'hui, c'est plus que jamais important. So hookups is a way to feel peaceful and calm and not agitated. Gets you into the positive thing. Instead of fight or flight, you're ready to be with other people and love each other and give and take. Mm-hmm. Yeah. Et nous, en Brain Gym, on a un mouvement qui s'appelle les contacts croisés, où on croise les bras, les jambes, les doigts, et qu'on fait dans une petite procédure qui s'appelle le cap, qui est composé de plusieurs mouvements, et que, par exemple, on aime bien faire avec les enfants à l'école ou à la maison, qui aide vraiment à
nous recentrer, à nous libérer de la peur et du stress, de nous recentrer. Et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que les enfants et les adultes sont beaucoup plus connectés les uns avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que nous, on fait en Brain Gym dans nos environnements quotidiens. So, Paul, we still can't hear you, but I think we've covered the salient points. And just to say that Katy's book is marvelous and can really help people. And I know that this community of people is dedicated to bringing in the joy of movement and the joy of the senses, the visual and auditory and tactile senses into our daily lives, more and more, bringing in more aliveness. And how do we bring in more of this wonderful aliveness? And I'll just say here that a few years back, I saw a young person watering for me who didn't know that the tree was dying from lack of water. And it really alerted me to something that we need to teach children about the outdoors. They don't just naturally see it. I'm only 2 generations away from my grandparents who were farmers. But when I saw seeds for the first time, the great variety of seeds, I was astonished. It's like an alphabet of, energy to see various seeds, lettuce and butternut squash and So how do we bring this aliveness and this, even the ability to look with new eyes, which is so important. We want our children to look with new eyes. Mm-hmm. Yeah. And not the same eyes that they were trained to look with through their culture, but with new eyes that say, oh, this is the world I'm in, fresh and new. Yeah. Yeah. Donc, on va terminer. Pour ceux qui le souhaitent, quand j'ai fini la réunion et la traduction avec Paul et Gail, on pourra continuer. Je couperai l'enregistrement et si vous avez des questions sur le livre et en français, on pourra échanger un peu autour du livre. Je clôturerai la réunion et je la rouvrirai immédiatement ou on verra comment ça se passe. Mais voilà. Gail, elle dit pour terminer, l'autre jour, je voyais quelqu'un qui avait laissé mourir un arbre, qui s'était pas rendu compte, les gens s'étaient pas rendu compte autour que ce petit arbuste, il manquait d'eau et qu'il fallait l'arroser. Comme si les gens étaient tellement déconnectés du monde naturel qu'on ne savait plus ce qu'il fallait faire. Et moi, ça fait... mes arrière-grands-parents étaient des fermiers, étaient des paysans, et ils avaient ce contact avec la nature. Et moi, encore aujourd'hui, regarder des graines, ça me touche énormément. Et c'est vrai qu'il y a 2 générations de ça. Mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs, mais tous nos parents étaient des paysans, tous nos arrière-grands-parents, à nous tous, vivaient dans la nature, au sein de la nature. Et ça ne fait que 2 générations. Alors, pour les plus jeunes, peut-être 3, mais moi, les graines, ça me touche beaucoup. Et je pense que ce livre apporte énormément de graines, énormément de choses qui donnent aux parents, aux gens qui s'occupent d'enfants, etc., des tas de petites choses à faire pour remettre de la lumière dans notre monde d'aujourd'hui qui est vraiment déconnecté de la nature, du sauvage. Et c'est pourquoi ce livre s'appelle Grandir Sauvage. C'est comment faire grandir nos enfants, non pas dans des petits sauvages dans le sens négatif du terme, mais plus en rapport avec la sauvagerie, avec la nature, avec l'environnement, avec un contact plus naturel. Et moi, je crois vraiment que c'est important aujourd'hui de faire germer toutes ces petites graines. Yeah. So thank you so much, Paul. Thank you. Thank you for bringing this all together. It's just really been a great, great joy. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Merci beaucoup à Paul et Gail Dennison. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye. Merci à tous. Ceux qui veulent rester qui parlent français, on va faire un petit truc, mais bye bye. Bye bye, Gail. Au revoir à tous. Merci. Ceux qui veulent parler en français un petit peu, on reste ensemble. Et sinon, c'est fini pour aujourd'hui. Merci. Au revoir.
Et je dois